C'est juste que légalement, la loi est conçue présentement pour faire en sorte que les Québécois ne payent pas davantage. Donc, c'est pour ça qu'on entend le Bloc québécois dire « la taxe s'applique pas au Québec, la taxe s'applique pas au Québec, la taxe s'applique pas au Québec ». Ça veut pas dire qu'elle n'a pas d'incidence au Québec. Elle a une incidence sur les Québécois. Elle est peut-être plus petite que dans les autres provinces, mais les Québécois payent un coût pour cette taxe dans la mesure qu'ils sont des consommateurs et qu'ils doivent porter une partie du fardeau de la taxe. Si on prend toutes les politiques provinciales et fédérales, les Québécois payent beaucoup plus que les autres Canadiens au net. Depuis le 1er avril, l'augmentation de la taxe carbone a suscité frustration et confusion à travers le pays, faisant grimper les coûts des carburants de 65 à 80 $ par tonne. Justin Trudeau, qui continue de dire qu'il s'agit d'un prix sur la pollution plutôt qu'une taxe, a mis en place cette mesure en 2019 pour atteindre les engagements du Canada en vertu de l'accord de Paris sur le climat de 2015. L'objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 % d'ici 2030. Mais les Canadiens doivent savoir que l'accord de Paris sur le climat de 2015 est une attaque directe sur l'industrie pétrolière et gazière la plus propre du Canada, où nous ne contribuons qu'à 2 % des émissions mondiales, comparé aux grands pollueurs comme la Chine, qui ne sont pas contraints par l'accord des Nations unies. La province de Québec, qui a auparavant interdit l'exploration et l'extraction des ressources naturelles sur son territoire, participe à un système de plafonnement et d'échange avec la Californie depuis 2013, sans offrir de remboursement à ses citoyens. On s'en va dans un mur. Il y a beaucoup de mouvements, il y a différents qui sont un peu contre l'agriculture. La population, mais le gouvernement nous impose des normes de production pour ici. Puis après ça, on ouvre les marchés. Mais on se trouve à se battre sur les tablettes avec du monde qui produisent pas avec les normes que nous autres, on nous impose. Nous autres, on appelle ça la réciprocité des normes. Pour éclairer cette question complexe sur la taxe carbone, nous sommes rejoints par Vincent Geloso, professeur adjoint d'économie à l'Université Georges Masson, qui apporte des perspectives éclairantes à la discussion. Je suis Vincent Geloso, je suis professeur adjoint en économie à l'Université George Mason en Virginie aux États-Unis. Je suis aussi chercheur associé à l'Institut économique de Montréal et Senior Fellow au American Institute for Economic Research. Présentement, c'est parce que le Québec fait partie d'un marché du carbone avec la Californie en Amérique du Nord. Donc, l'idée, légalement, ça ne veut pas dire que c'est ça économiquement, de l'exemption qui est donnée au Québec, le traitement différentiel que le Québec reçoit, c'est l'idée que le Québec fait déjà quelque chose, on ne va pas en rajouter plus. Ceci dit, ce qui est vrai légalement n'est peut-être pas vrai économiquement. La meilleure manière de le voir, c'est de penser... les économistes ont dit tout le temps que c'est pas important ce que la loi dit, ce qui est important pour comprendre qui va porter le fardeau d'une taxe, c'est qui est le plus inélastique. Puis pour dire inélastique, ce qu'on veut dire, c'est qui est le moins sensible au changement de prix, qui va réduire la quantité qu'il achète le plus, va être le moins sensible au changement de prix. Donc, exemple, quelqu'un qui consomme des médicaments, un médicament qui est nécessaire, comme par exemple de l'insuline, mais si le prix augmente, la quantité d'insuline va pas baisser de manière notable parce que les gens en ont particulièrement besoin. Mais une taxe dans un cas d'un bien comme ça tombe disproportionnellement sur la partie qui est la moins sensible. Donc, c'est elle qui va porter le fardeau de la taxe. Et il y a plusieurs des biens qui sont taxés, qui peuvent être produits dans les autres provinces, qui sont des biens intermédiaires que les Québécois vont servir, soit parce que ils vont les acheter pour leur firme, pour leur plaisir, ou qui vont être des biens finaux qu'ils vont acheter eux-mêmes des autres provinces. Mais ils vont payer une partie de la taxe. Ce que la loi dit n'est pas pertinent ici pour si les Québécois vont payer oui ou non. C'est juste que légalement, la loi est conçue présentement pour faire en sorte que les Québécois ne payent pas davantage. Donc, c'est pour ça qu'on entend le Bloc québécois dire « la taxe s'applique pas au Québec, la taxe s'applique pas au Québec, la taxe s'applique pas au Québec ». Ça veut pas dire qu'elle n'a pas d'incidence au Québec. Elle a une incidence sur les Québécois. Elle est peut-être plus petite que dans les autres provinces, mais les Québécois payent un coût pour cette taxe dans la mesure qu'ils sont des consommateurs et qu'ils doivent porter une partie du fardeau de la taxe. Je suis économiste de formation, j'aime beaucoup la théorie derrière les taxes carbone. Le problème, c'est toujours l'application des dites taxes,
présentement, la taxe carbone fédérale ne représente pas ce que les manuels, quand on dit textbook case, ce n'est pas ce que ça devrait être. Normalement, le but d'une taxe carbone, ça a 3 objectifs. Le premier, c'est que chaque dollar de revenu doit être compensé par des baisses d'impôts sur d'autres dimensions. Présentement, c'est pas le cas. La taxe carbone, c'est dit clairement que les rabais couvrent les rebates. Couvre seulement 90% des revenus générés, puis ça, c'est l'objectif. Ça veut pas dire que c'est ça le chiffre qui va se produire. Deuxièmement, c'est des rabais, c'est pas des baisses de taxes, c'est des retours qui sont faits aux gens sur des calculs qui sont un peu arbitraires. Ça devrait être juste des baisses d'impôts, peut-être même un petit peu plus que les revenus. Puis la troisième, c'est que c'est supposé remplacer des programmes de ce qu'on appelle command and control, des réglementations qui essayent de forcer les industries à faire certaines choses. L'idée d'une taxe carbone, c'est que c'est un remplacement à un paquet de trucs réglementaires que les gouvernements font. Présentement, le gouvernement fédéral fait rien des 3 conditions, ce qui fait qu'une taxe carbone serait bonne. C'est pas neutre fiscalement. 2, on le fait avec des rabais et non pas des baisses d'impôts. Et 3, on garde et on ajoute même, parce qu'il y a des nouvelles réglementations qui sont ajoutées, on rajoute des nouvelles réglementations alors que c'est supposé être un remplacement à ça, un remplacement peu coûteux relativement aux alternatives pour mitiger le problème, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc mitiger en partie le problème du réchauffement climatique. Le gouvernement fédéral fait rien de ce qui devrait être une bonne taxe carbone et je comprends des économistes qui veulent défendre la théorie, mais à un moment donné, une mauvaise application de la théorie en vient à salir la théorie dans l'imaginaire populaire. C'est mieux de se commettre à l'idéal et de pas faire des compromis sous idéaux qu'après ça, les gens, pour toujours, ça va être terni dans leur tête. Le but d'une taxe carbone, ce qui est vraiment important aussi de comprendre, c'est que le but, c'est qu'on veut changer les secteurs d'activité économique sans donner des ordres à ces secteurs-là. Donc, c'est-à-dire qu'on dit, il y a un coût social qui vient de chaque tonne de gaz à effet de serre. Et chacune de ces tonnes, ce qu'on veut, c'est de trouver la manière de réorganiser l'activité économique pour pas que ces émissions-là, ces coûts sociaux-là soient générés. Mais c'est pas à l'État de dicter où est-ce que c'est, comment c'est. Et l'idée d'une taxe carbone, c'est que c'est mieux de faire ça ainsi. Mais une fois que ça c'est dit, l'objectif, une fois que le problème se résout, l'État n'a plus besoin de participer à la gestion de ces éléments-là. Il n'y a plus besoin de participer, de régler. Une fois que le problème environnemental est réglé, il n'y a plus besoin d'exister comme solution. La taxe carbone, je veux vraiment réitérer que c'est un idéal de bonne politique publique, mais mal appliqué. Il n'y a pas d'effet de substitution que je parle. Ce qu'il y a, c'est qu'on va ratrécir l'activité économique, on va appauvrir les Canadiens, mais en le faisant, oui, on va réduire les gaz à effet de serre, mais ça ne va pas faire ce que la taxe initiale veut faire, c'est-à-dire de créer un effet de substitution. Là, c'est que l'effet de réduction qu'on va avoir sur les gaz à effet de serre, c'est pas parce qu'on va avoir changé l'activité économique, c'est parce qu'on va l'avoir réduit. Puis ça, c'est pas une bonne manière. Si on fait l'application manuelle, celui de textbook, comme on dit en anglais, c'est un cas où est-ce que il devrait pas avoir de coût économique important d'une taxe carbone. La manière dont c'est fait présentement, je m'attends à ce que les réductions de gaz à effet de serre viennent avec une réduction du niveau de vie, alors que ça devrait pas être le cas si on respectait l'idéal textbook de c'est quoi une taxe carbone. But at the same time, we know that if we're putting a price on pollution, the cost cannot land on ordinary families across the country, which is why we're delivering a Canada carbon rebate that puts more money back in the pockets of 8 out of 10 Canadian families across the country in regions where the federal backstop applies to help with affordability. Nous, on ne reçoit aucun chèque de retour. En fait, on paye directement et ça s'en va dans des programmes pour le Fonds vert d'environnement. Et au niveau du fédéral, ils reçoivent environ 4 chèques par année de retour d'argent. Au bout du compte, le citoyen qui, au Québec ou dans le reste du Canada, paye plus de leur propre poche. Non, pas nécessairement en termes de services, mais au niveau de leur poche. Du fardeau des politiques environnementales, les Québécois, si on prend toutes les politiques provinciales et fédérales, les Québécois payent beaucoup plus que les autres Canadiens au net. Mais une chose encore, la taxe carbone et le marché des émissions, ce que le Québec et la Californie sont ensemble, c'est deux manières différentes de faire la même chose, puis pratiquement, quand on regarde comment ça fonctionne, c'est la même chose. Économiquement, c'est presque identique. Il y a quelques petites différences qui sont mineures, puis que
ça vaut pas la peine de barder vos auditeurs de ça, c'est que ça devrait être identique. Ça veut dire que, par contre, les mêmes recommandations de textbook que je dis devraient avoir été appliquées au Québec aussi. Ça veut dire que on arrête de rajouter des réglementations, on arrête de mettre des barrières, de dire que c'est comme ça que vous allez réduire les émissions, blablabla, blablabla, qu'on doit réduire les impôts, qu'on doit les baisser. Le Québec, quand il a commencé ce plan-là, qui était l'équivalent d'un cap and trade, n'a pas respecté encore une fois le textbook. En fait, le Québec a violé les prémices du textbook case beaucoup plus que le gouvernement fédéral le fait, parce qu'il n'a pas fait une baisse d'impôts. En fait, il se sert largement des revenus générés pour essayer de financer le fonds vert et faire des trucs qui sont largement inefficaces, comme par exemple, et là heureusement ça a été terminé, les subventions aux voitures électriques. Quand on regardait l'efficacité des subventions, c'était 200 à 300 $ de subventions, de coûts pour réduire 1 tonne de gaz à effet de serre, alors que le coût social de la tonne de gaz d'effet de serre, c'est à peu près 50 à 80 $, dépendant des estimés. Donc, même selon les propres estimés du gouvernement, c'était fait de manière inefficace. Ça aurait été mieux juste de dire aux Québécois, oui, on va avoir un système comme ça, mais on va massivement baisser les impôts. Chaque dollar, et peut-être même un petit peu plus que chaque dollar, va être utilisé pour financer des baisses d'impôts ailleurs dans l'économie. Ça aurait été beaucoup mieux, mais le Québec a violé ça beaucoup plus que le fédéral l'a violé dans sa taxe carbone. Si je regarde, la presse avait publié un graphique où ce qui montrait, où va votre 2 $ par litre d'essence. Bon, quand on regarde, on a une taxe sur les transports en commun, on a une taxe d'assises fédérale, on a la TVQ, la TPS, on a une taxe provinciale sur les carburants. Quelles sont toutes ces taxes-là? Il y a l'espèce d'idée que chaque titre qu'une taxe reçoit, ça va dans une sorte d'enveloppe séparée et que ensuite ça va être dédié uniquement à certaines agences, mais c'est pas vrai. Du cash, de l'argent, c'est fongible. Ça peut être déplacé entre n'importe quelle source. L'excuse qu'on donne pour la taxe est largement inconséquente pour l'application, pour comprendre l'effet de la taxe. Maintenant, encore une fois, je maintiens que l'idée d'une taxe sur l'essence, si par exemple c'est une manière de combattre les gaz à effet de serre, c'est pas une mauvaise idée, conditionnellement à baisser les taxes sur la masse salariale, baisser l'impôt sur le revenu, baisser l'impôt sur le bénéfice des sociétés pour que les salaires offerts soient plus élevés. Ce qu'on veut au final, c'est de faire en sorte de taxer la chose qui génère le problème environnemental, c'est-à-dire quand on consomme notre auto, on impose un coût à d'autres personnes sous la forme de la pollution atmosphérique qui est générée, et en taxant, on réduit un peu la consommation, mais aussi on peut encourager des meilleures autos d'être développées, donc de réduire cette pollution, ce qu'on appelle une externalité entre économistes. Et c'est une bonne chose de le faire, mais il faut pas que ça vienne au titre d'appauvrir les gens en même temps, parce que ce qu'on veut, c'est régler un problème sans en créer d'autres, ceux qui viennent avec l'appauvrissement d'une société. C'est pour ça qu'on dit tout le temps que c'est pour ça qu'il faut que ça soit compensé par d'autres mesures, notamment des baisses d'impôts. Mais le Québec, dans tous les cas, chaque fois qu'il utilise des justifications comme celle que vous venez de faire la liste au début, le Québec fait jamais la contrepartie, l'autre partie, la condition que je mentionne, il n'y a jamais les baisses d'impôts. Mm-hmm. Si on voit que, mettons, on change de gouvernement, on a Pierre Poilievre qui veut axer la taxe, abolir la taxe carbone au Québec, ça va rien changer. Je veux dire, on va quand même conserver la taxe carbone, et c'est le reste du Canada qui va en bénéficier. Le cap and trade, le marché des émissions au Québec va demeurer. Ceci dit, il y a peut-être aussi le temps ça c'est pas discuté du tout au Canada, puis je me permets un peu presque de faire une digression dans cette entrevue. Au Canada, on fait énormément, parce que l'idée d'une taxe sur le carbone, c'est qu'il y a un coût social qui n'est pas capturé dans les prix
de ce qu'on paye, mais l'État fait beaucoup de choses pour subventionner la pollution. On subventionne des secteurs industriels de manière importante, et donc on encourage plus de production. Par exemple, pendant longtemps, le Québec a subventionné la sidérurgie. La sidérurgie est un secteur éminemment polluant. Si l'État subventionne, il augmente l'activité économique, et si cette activité économique-là vient avec de la pollution, ben l'État a subventionné davantage de pollution. On a des routes nationalisées dans lesquelles on paye pas le péage pour, donc on fait payer par la collectivité l'usage de la route, mais aussi on paye pas une partie du coût social de la pollution. L'État québécois fait énormément de choses qui en vient à créer le problème de l'externalité qu'est les gaz à effet de serre. En fait, plus l'État pourrait se réduire, c'est ça la chose que je disais, la taxe carbone qui serait nécessaire pourrait être massivement plus petite si l'État arrêtait d'essayer de subventionner plusieurs secteurs, que le Québec arrêtait de subventionner la cimenterie mécaniste, qui arrêtait d'essayer de choisir tel et tel secteur d'aide, qui arrêtait d'essayer de contrôler les prix de l'électricité, de laisser des vrais frais d'usagers apparaître pour encourager l'exportation vers les États-Unis qui remplacerait l'usage du charbon comme source d'énergie, mais en même temps, après ça, de baisser les impôts de l'autre côté. L'État québécois fait présentement, essaye d'une main de combattre le problème de la pollution et de l'autre main, il y a créé, c'est littéralement une des meilleures images qu'on peut donner d'un pyromane qui essaye de s'improviser pompier. C'est ça qu'on fait ici. Il y a peu de gens qui en parlent, de comment l'État fait des choses par la subvention qui encourage le problème du réchauffement climatique. Donc, les conservateurs sont de nouveau avec des affirmations comme quoi la taxe carbone fédérale va faire mal au Québec, alors que la taxe carbone fédérale ne s'applique simplement pas au Québec. C'est un fait, c'est une vérité, c'est une clarté. Et François Blanchet comprend pas grand-chose dans la vie. Je m'excuse. Le politicien moyen conservateur, libéral, bloquiste, est généralement un clown. Je m'excuse de le dire comme ça. La plupart des politiciens que j'ai rencontrés ne sont pas capables de faire des nuances, ne sont pas capables de comprendre des nuances, ne sont pas capables de considérer que deux choses peuvent être vraies en même temps. Honnêtement, il faut se rappeler la chose. La politique attire les pires personnes et attire le pire à l'intérieur de certaines personnes. N'oubliez pas d'aller signer notre pétition sur notre site web stopthecarbontax.com. Sur ce site web, vous pouvez signer la pétition qu'on va aller délivrer. Et c'est pour demander, en fait, d'abolir la taxe carbone. Donc, je vous invite encore une fois à aller vous rendre sur notre site web stopthecarbontax.com.